Quand vous passez un séjour dans un hôpital public, celui-ci doit pouvoir vous nourrir et vous fournir tout ce que vous auriez chez vous, à la maison. C'est-à-dire des vêtements, des draps, des thés d'oreiller, des couvertures, des serviettes, des gants de toilette. Dans cet épisode, nous avons décidé de rassembler la lingerie, la cuisine et les aides logistiques, qui travaillent ensemble à fournir tout ce qui est nécessaire au bien-être des patients, mais aussi tout le matériel de travail quotidien et les repas pour le personnel de l'hôpital. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'envers du décor de l'hôpital, dans ces lieux que vous ne verrez jamais en tant que visiteur et visiteuse, comme par exemple la cuisine et la lingerie. À travers ces portraits sonores, nous vous invitons à découvrir ces personnes qui travaillent tous les jours à l'abri des regards. Aucune unité ne pourrait fonctionner correctement sans l'assistance des aides logistiques, qui sont, comme elles le disent, les petites mains du service, qui sont polyvalentes et courent au-devant des besoins et des problèmes de tout le monde. Vous apprendrez que dans les sous-sols, une immense machine trie et distribue sans répit les uniformes des travailleurs et travailleuses. Dans ce bruit et au beau milieu des piles de draps et de vêtements, la responsable de la lingerie, une passionnée de romans thrillers, connaît presque par cœur tous les noms des travailleurs de l'hôpital, qu'elle qualifie d'humanistes et dont elle se charge avec son équipe de fournir les vêtements de travail. Et si vous faisiez un tour dans les cuisines, vous pourriez par exemple y trouver un tendre rocker qui travaille là depuis 34 ans. Ensemble, ils travaillent à la même mission, celle de l'hôpital public, dont les portes ne sont jamais fermées et qui ne cesse d'accueillir, de soigner, de nourrir, de laver, d'opérer, de voir naître et mourir les habitants de sa ville. Dans ce cycle, chacun a un rôle important à jouer et son histoire à raconter. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 5, l'hôtellerie et l'aide logistique. Je m'appelle Koen, j'ai 58 ans et je suis responsable opérationnel à la cuisine de l'hôpital. C'est en fait ils font partie de la cuisine bruxelloise, les cuisines. Je suis néerlandophone, je viens de Halle. Je voulais être pharmacien quand j'étais petit, mais ça s'est vite mis de côté quand je devais étudier. Et j'ai un peu cherché des trucs, mais je ne savais pas quoi faire. Et mon frère, il dit, tiens, pourquoi tu ne fais pas l'hôtellerie? Je dis, allez, oui, je vais faire l'hôtellerie. C'est en puberté et tout, tu vois. Et puis ça m'a bien plu, parce qu'il ne fallait pas être assis sur les bancs tout le temps, être occupé avec des poulets et tout ça. Et ça, c'était chouette. Et comme ça, je suis devenu cuisinier. J'étais cuisinier dans un restaurant. Et il y a un copain qui m'a donné une annonce que le CPS de Bruxelles cherchait des cuisiniers. Et j'ai postulé, j'ai été faire un examen écrit et puis pratique. Et j'étais engagé. Et depuis là, je suis là. Donc, comme ça, je suis arrivé ici. Ça fait 34 ans, je crois, que je travaille pour les cuisines. Et j'ai commencé comme cuisinier, et petit à petit, on a évolué. Et à un certain moment, on a passé de la ligne chaude, ce qui veut dire qu'on fait de la production à l'endroit, on sert toute la nourriture chaude pour les patients. On a changé en ligne froide, et ça veut dire qu'il n'y a plus de cuisine qui se fait chez nous, mais ça se fait ailleurs. Donc on est livré de ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est la fabrication des plateaux avec les régimes pour les patients, le transport vers les unités de soins et la vaisselle.
en grand. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est juste les patients. Puis encore un deuxième secteur, c'est le mess de personnel. C'est le réfectoire pour le personnel. Voilà. Pour commencer, il y a un système informatique. Donc, tous les patients sont dans un système qui est... Et puis, ça se traduit dans un système de cuisine où de là, on sait savoir ce qu'ils peuvent manger. Donc, tous les régimes sont notés dedans. Et 3 fois par jour, donc il y a le déjeuner, le dîner et le souper. Il y a des fiches qui sortent pour chaque patient. Et donc, on sort ça les 3 fois par jour. Et avec ça, on va à la chaîne, il y a une chaîne. Et on met cette fiche sur un plateau avec tout ce qu'il faut, les assiettes, les couverts, etc. Ça passe sur la chaîne. Et là, il y a tous les composants du plateau qui sont à côté de la chaîne. Et il y a des personnes qui mettent dessus ce qu'il faut mettre dessus. Et on travaille, je crois qu'il y a plus ou moins 50 régimes. Il y a des croisements de régimes. On démarre d'un menu ordinaire. Donc, c'est un rôti de porc avec des choux de Bruxelles et des pommes de terre, par exemple. Et là-dedans, mais celui-là, il ne peut pas avoir de choux. Et celui-là, il ne peut pas avoir de rôti de porc. Et celui-là, il ne peut pas avoir ce dessert-là. Et il y a ça avec un ascenseur, on appelle ça. Donc, dans l'ordinateur, il y a un ascenseur qui dit, alors, s'il ne peut pas manger ça et ça, il a ça. Il va manger du rôti de porc avec des choux-fleurs, tu vois. Et ainsi de suite, pour chaque régime, et automatiquement, alors, ça vient sur la fiche. Donc, quelqu'un qui est diabétique, qui a été opéré, donc il doit manger sans sucre, sans gras, mais aussi sans légumes et sans sauce, quoi. Alors voilà, ça c'est des régimes croisés, et comme ça on fait la chaîne. Vous comprenez? Je supervise ça, mais je ne suis pas seul non plus. Hein. Donc mon collègue administratif, il m'aide, il y a les diététiciennes qui sont là aussi dans le bureau Enfin, on travaille ensemble, hein. Chacun a sa responsabilité, mais on est quand même une équipe qui travaille dans le même but, dans le même sens. Et voilà, on s'entraide, hein. On a des idées, l'autre a une idée. Voilà. Donc, il y a 3 diététiciennes qui sont responsables de la chaîne. Et donc, c'est eux qui doivent aussi dire, par exemple, il y a des aliments qu'on n'a pas reçus, parce qu'il y a quelque chose qui a changé entre-temps que ça a été produit. Donc, qu'on n'a pas. Eux, c'est eux qui décident ce qu'on peut donner à la place. Et c'est eux qui passent à la chaîne pour dire, il faut mettre plus de pommes de terre, il faut enlever ci, il faut nettoyer l'assiette, etc. Puis, il y a des transporteurs. Des transporteurs, ça veut dire que c'est des gens qui vont chercher les chariots qui ont été utilisés pour les passer à la vaisselle et qui partent porter les chariots propres avec la nourriture dedans, dans les étages. C'est donc à pied, ils poussent les chariots. Il y a une équipe... il y a une aide diététicienne, c'est quelqu'un qui prépare tous les produits pour la chaîne qui n'ont rien à voir avec le show ou les soupers. C'est tout ce qui est supplément alimentaire. Donc c'est des fortimels, des trucs diététiques pour des gens qui ont des gavages. C'est eux qui préparent tout ça. Et encore quelques desserts et quelques modifications de texture. Donc, par exemple, la viande, il y a des gens qui veulent que la viande est coupée en petits morceaux ou moulue, ou c'est elle qui prépare ça. Voilà. Il y a aussi des choix fixes. Donc, si le patient veut vraiment, je ne veux pas manger ça et je veux avoir ça et je veux avoir ça, alors il peut mettre ça dans l'ordinateur et alors on peut lui mettre ça. Bien sûr, la production se fait à l'avance, puisqu'on fait en ligne froide. Donc, ces informations doivent déjà plus ou moins être un peu à l'avant aussi à la production, pour qu'ils puissent produire plus ou moins les quantités exactes et le menu exact, et puis nous livrer tous ces aliments-là. Et voilà, de là, on fait manger les patients. Et pour le moment, je pense qu'on est à 550 ou quoi, plus ou moins, patients par jour. Avec le Covid, ça a diminué. Hein. Donc, comme ils font moins d'opérations, etc., il y a moins de patients qui restent dans l'hôpital.
Et normalement, on était à 600, 650. Ouais. Sans le médecin. Je ne vois pas les patients, non, je ne les vois pas. Et il n'y a personne dans la cuisine qui les voit, en fait. Ben, c'est pas notre rôle de voir les patients, quoi. Donc, ça, c'est les diététiciennes qui le font, les infirmières et tout ça. Nous, non, qu'on n'a pas connu. Bon, allez, let's go. Et ensuite, t'as plein de casiers partout, il faut que tu trouves ça. Au bout d'un moment, tu sais où est-ce qu'il est. Il y a genre combien de casiers? Rien du tout. Tu as 2600 les numéros. 10 000. Ok. Je pense Il doit y en avoir au moins 5000. Hein. Je sais pas, ça. Là, on est à 3000. 3000, moi j'ai 3116. Là, on a fini, on s'est changé. Maintenant, on va mettre ça, notre uniforme au sein. Je sais pas, c'est une espèce de boîte. Donc, tu mets l'uniforme dedans. Après, tu fermes la petite vitre. Et hop. Et bon. Ça monte. Tu fais la même chose avec le pantalon. Et ça monte. Et voilà. Et la machine, elle est intelligente. Elle sait que tu as rendu ton uniforme. Donc après, ça, c'est ton uniforme sale. Et après, tu peux aller en prendre un propre. Tu peux le mettre. Donc, on a un espèce de gros ordinateur. Deux gros ordinateurs. Moi, je suis Madame Gazeta, donc Vassiliki, le prénom Vassiliki. Donc le diminutif ici dans l'hôpital, tout le monde m'appelle Vasso. J'ai 49 ans. Je travaille depuis 5 ans et demi dans cet hôpital et je suis donc la responsable de la lingerie. Tout au départ, nous faisons tous partie de l'usine de linge. Donc, c'est le grand lavoir du CPS. Bon, là, j'ai commencé ma carrière en 2006. Je travaillais dans un service qui s'appelle le service résident. Donc, là, il y a le lavage de tous les vêtements civils de tous les résidents, donc résidences, maisons de repos, qui donc font partie du CPS. J'ai travaillé pendant 5 ans et demi, un travail assez pénible. Donc, des tonnages de vêtements civils qui doivent être lavés. C'est des vêtements de maison de repos qui ce n'est pas toujours le vêtement le plus propre du monde. Donc, c'est des vêtements de vieux gens. Bon, c'était assez pénible au début, mais j'ai dû travailler parce que j'étais mère au foyer pendant 10 ans. Je suis de formation assistante dentaire, donc j'ai vécu en Allemagne, je suis venue ici, j'ai élevé mes filles, et puis j'ai dû travailler. Donc, mon métier, du coup, ici en Belgique, n'était pas reconnu à ce moment-là. Donc, j'ai commencé au service de linge. Il fallait financer le ménage, donc il n'y avait pas le choix. J'ai travaillé pendant 5 ans et demi à l'usine, et puis un jour, je me suis dit, c'est assez. J'ai fait mon travail vraiment du tout cœur, parce que je me suis dit qu'un jour, je serai vieille. Je serais vraiment bien content quelqu'un qui me lave mes vêtements sales à moi aussi, n'est-ce pas? Donc, mais un jour, c'était assez parce que, je ne sais pas, ça ne demandait pas de défi. C'était un travail manuel très, très dur physiquement à supporter. Il y avait un certain travail de tête mentale, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Après 5 ans et demi, j'en avais assez. Et puis, j'ai demandé ma mutation dans le full service. Donc, je connaissais des gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Ça m'intéressait très fort. J'étais toujours attirée. Il y a des moments où on veut quitter, on veut prendre son sac à main et partir. Mais je ne pense pas que je le ferai comme ça parce que j'adore mon travail. C'est un travail physique, bien évidemment, mais ça demande beaucoup de mental. Ça demande l'esprit. On a affaire à des gens différents. Il faut gérer des caractères différents, je ne sais pas combien par jour. Il faut gestionner l'hôpital. Donc, tout ce qui existe, donc, qui a, entre guillemets, le nom lingerie, doit passer par moi. Donc, je dois être très vigilante à ce que je fais, comment je gestionne, comment je gère les unités, les vêtements,
Donc, je ne peux pas me permettre facilement de mettre en péril qui que ce soit ou quelle unité que ce soit. Parce que c'est un hôpital, il faut comprendre que le médecin qui arrive ou qui est appelé à une intervention doit y avoir ses vêtements. Le médecin, il ne doit pas savoir pourquoi il n'y a pas de vêtements. S'il y a une raison de ne pas y avoir, il doit les avoir. Et moi, je dois assurer ça. C'est-à-dire, c'est une échelle, en fait. Si moi, je fais pas le nécessaire à ce qu'il y ait assez de vêtements pour tout le monde, du coup, eux, ils peuvent pas faire leur travail. Du coup, le premier à impacter, c'est les patients. Et ma mission, c'est que ça se produit pas, que le patient est impacté, ou bien le médecin ou l'infirmière qui sont en péril de quoi que ce soit, de ne pas pouvoir assurer le bien-être du patient. Donc, ceci, on appelle une barre de chargement. Donc, ce qu'on fait, on reçoit les vêtements propres de l'usine. Donc, on prend les vêtements, on les charge sur la barre, afin de le passer dans la machine. Donc, la machine, elle travaille automatiquement. Donc, les vêtements sont pucés. Donc, chaque vêtement porte un nom, un numéro de puce. Donc, l'article en soi, un pantalon blanc de taille médium. Voilà. Donc, donc, le vêtement passe automatiquement dans la machine. Il y a un lecteur de puce qui permet donc de remplir la machine case par case. Tu as donc des petits maillons qui doivent être remplis. Alors, cette machine-ci que tu vois jusqu'au... Bien. Et attention ici ta tête parce que tu es grand. Déjà, moi, je dois faire attention. Attention ici. Donc, tout celle-ci que tu vois bouger là maintenant, ça s'appelle le poumon de la machine. Donc, c'est la machine qui reçoit les vêtements pour les garder en réserve. Donc, c'est une toute grande machine. Donc, elle a 2500 postes. Tu vois, ça continue là et ça fait le tourniquet de l'autre côté. Donc, celle-ci, c'est la réserve de vêtements. C'est le poumon de la machine. Donc, c'est la machine mère, celle-ci. Ces deux machines-là, ça sont deux unités à part entière. Qui donc, comme ce sont ces filles, donc, ils ont un besoin de vêtements. Donc, j'arrive je commence normalement à 7h. J'arrive toujours entre 6h05 et 6h20 pour voir si tout va bien. Donc, la première chose, c'est contrôler si la machine fonctionne, si tout a été bien pendant la nuit, si tout le monde a reçu ses vêtements. Et puis, on met la machine en route. Voilà, je sors avec un café à la main pour voir si le camion est là. Donc là, d'habitude, il y a un camion qui m'attend. Donc, je regarde si j'ai reçu toutes les unités ou ce que j'ai reçu, parce qu'il y a 3 camions de suite qui arrivent à un horaire précis. Donc, il faut contrôler ça. Bien évidemment, saluer mon équipe, voir comment ils vont. Ça a été la soirée précédente où il y a un problème, où il y a quelqu'un qui est peut-être pas arrivé ou quelqu'un qui est en retard. Donc, il faut gérer tout ça. À 7h, il y a ma permanence qui commence. Donc, je reçois des gens pour quel problème conque. Un changement de taille de vêtements, une activation de badge, une inscription à la lingerie tout simplement, un badge oublié, des clés de casier qui ont été oubliées. Donc, on doit fournir les vêtements. Donc, de 7h à 8h30, je suis en bas dans la lingerie. Ça se trouve au sous-sol. Donc, c'est juste à côté de la garage de l'hôpital. Donc, c'est un grand espace de 250 mètres carrés. Où est-ce qu'il y a donc des machines qui sont installées, qui sortent un tourniquet. Voilà. Il y a des bruits constants et répétitifs. Donc, c'est juste la machine qui travaille, qui met donc automatiquement les vêtements dans la machine et qui donc, à répétition, recommence tous les jours et à tout moment, le même bruit. Donc, c'est une routine que moi, personnellement, je ne l'entends même plus. Voilà, j'ai mon bureau qui est installé dans cette lingerie. Il y a toujours plein de vêtements disposés dans des caddies, suspendus dans les caddies. Il ne fait pas très clair. Malheureusement, je travaille toute la journée dans une lumière, donc des néons artificiels. Je n'ai pas beaucoup de lumière de jour. Mais je vois quand même beaucoup de gens autour de moi parce que juste à côté, il y a des vestiaires. Il y a un long couloir à parcourir. Voilà. Vous savez, moi je dis toujours comme ça que l'humain s'habitue à tout.
Vu que, bon, dans tous les petits, comment dirais-je, inconvénients qu'on a tous, je suis un peu trop maniaque. Je dois y avoir mon ordre et ma routine. Et c'est peut-être ça qui me fait que je ne me sens pas confinée. Je me suis créé ma propre routine, mon propre décor, si je peux décrire ça comme ça. Tout doit être comme je le pense pour que peut-être ça ne m'angoisse pas, je ne sais pas. Faciliter les choses. Il faut travailler donc méthodiquement pour y arriver facilement à un point. Voilà. Donc, et il y a des collègues qui ont du mal. Je travaille avec 4 hommes. Je ne peux pas dire, ils sont tous ordonnés, ils sont tous... Mais parfois, il y a des choses que moi, je les vois d'une autre manière. Donc, ils sont un peu embêtés par mes... Mais bon, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et je suis devenue plus ordonnée à cause de mon boulot parce que je dois vraiment bien faire attention à ce que je fais. Je ne peux pas me permettre de perdre le temps à recommencer un travail que j'ai déjà fait. Selon leurs besoins. Donc, l'appareil, il est donc programmé de savoir, via l'informatique, ce qu'il en a besoin. Combien de pièces de chaque doit-il avoir dans la machine? Il y a par exemple, par l'informatique programmé, qu'il doit y avoir 350 tuniques en taille médium. Donc, celle-ci, elle va fournir à l'unité autant de tuniques jusqu'à qu'elle a 350 pièces. Elle va arrêter. Elle va donner 250 de celle-ci, 150 de celle-là, selon donc le besoin manquant. Et donc ça fonctionne comme ça. L'unité 1, unité 2, donc elle prend le vêtement. Là maintenant probablement il manque donc de tunique en taille large, donc elle commence avec ça. Elle remplit fur et à mesure. Donc elle ne va pas maintenant commencer à remplir qu'en taille large. Elle va prendre autre chose entre-temps jusqu'à ce qu'elle a un cotin convenable. Voilà. Donc là, en effet, il va manquer beaucoup de taille large, donc elle fait que ça pour le moment. Et donc, normalement, il y a l'autre machine qui doit se mettre en route. Moi, c'est Nabila, j'ai 35 ans et je suis aide logistique à la maternité. Donc, en fait, aide logistique, c'est aider nos petites collègues sages-femmes dans la logistique du service. Donc, en fait, le matin, donc on sert le petit déjeuner aux patients, on débarrasse, on fait les lits, on met de l'ordre, en fait, dans le service. On s'occupe un petit peu de tout, à part des soins. Donc, nous, on ne fait pas les soins des patients, mais vraiment, on s'occupe de l'ordre du service, donc ce qui est lingerie, matériel de pharmacie, tout ce qui est matériel médical. Quand quelque chose est cassé dans le service, ne fonctionne pas, on s'occupe... Enfin, c'est nous qui faisons on fait un peu des bons travaux, on appelle les gens pour venir réparer, on fait en sorte que le service tourne et roule en fait correctement pour que les sages-femmes ne manquent de rien et les patients aussi. Sinon, on a d'autres petites choses en fait qu'on fait aussi pendant la journée, donc les petits seaux pour les allaitements des mamans. Enfin, on fait des petits packs, des petits sets pour que les sages-femmes évitent de faire des allers-retours dans tous les locaux du service. On emmène aussi pendant la journée, en fait, on accompagne les bébés à faire les examens. La secrétaire appelle le médecin pour savoir. Bon, en général, il y a des échographies à faire aux bébés, pas tous les bébés. Mais voilà, quand il y a un examen à faire, au lieu d'appeler le service de brancardage, en fait, on accompagne les bébés quand les mamans ne savent pas aller, parce qu'elles ont du mal, ou alors avec les mamans. Et voilà, on reste avec eux pendant qu'ils font l'examen, puis on remonte dans le service. Dans tous les services hospitaliers, il y a des aides logistiques. Et à mon avis, le travail est un peu différent dans chaque service. Enfin, les grosses lignes, c'est vraiment, je pense, donner à manger aux patientes, débarrasser, s'occuper de l'ordre du service, refaire les lits, aller chercher des médicaments à la pharmacie aussi. On nous envoie faire des courses des fois un petit peu
Oui, soit à la pharmacie, soit chercher du matériel médical, ça nous arrive de descendre, ou alors la stérilisation aussi. Ça dépend vraiment pendant toute la journée de ce que les sages-femmes ont besoin, donc on est là, on rend service. On s'occupe de plein de petites choses au quotidien. Et j'ai pas l'impression que nous, on se rend compte qu'on est autant utile. Je vois qu'on fait beaucoup de choses, plein de petites choses dans la journée. On voit à travers nos collègues qu'elles ont vraiment besoin de nous. Mais j'ai pas l'impression que nous, en tant qu'aides domestiques, on se rende compte à quel point on est utile pour nos collègues. Non, mais je pense que les sages-femmes pourraient travailler sans nous, mais en fait non, parce qu'elles seront débordées et elles n'en finiraient jamais. Donc, quand il y a des malades, on voit très bien que quand on revient, les pauvres, elles nous accueillent avec les bras grands ouverts en disant « Enfin, t'es de retour !» Non, on sent qu'on est utile au service. Ça a l'air peut-être de pas grand-chose comme ça en expliquant, mais nous, pendant toute la journée, on fait vraiment les 400 pas. On est toujours à gauche, à droite, on nous appelle « Est-ce que tu peux venir me rapporter ça ?» Ou des fois, je me retrouve à faire des traductions aussi. Et ça m'arrive très souvent. Parce que je suis marocaine et qu'il y a des patients, il y a beaucoup d'étrangers en fait à l'hôpital et voilà, quand il y a des patientes qui comprennent pas le français ou que mes collègues ne comprennent pas non plus ce que les patientes essayent de leur dire, on m'appelle souvent pour traduire et voilà, ça me dérange pas parce que je vois que je les aide quand même assez, donc voilà. Franchement, je pense que dans ma vie de tous les jours, je pense que ça m'a aidé à m'organiser dans beaucoup de choses. Chez moi à la maison. Des fois, il y a des choses que je fais chez moi et j'ai l'impression de me revoir à l'hôpital. Mais dans le nettoyage, dans tout, parce qu'on est amené des fois à désinfecter le matériel médical aussi, les pieds à perfusion, tout ce qui est tensiomètre, tire-lait, etc. Donc après chaque usage, dès que mes collègues ne l'utilisent plus en chambre, donc nous, on les désinfecte. Et on les range pour les prochaines utilisations. Et en fait, c'est vrai qu'à la maison, quand je nettoie quelque chose, je sais pas, j'ai cette manie de... J'ai l'impression que je désinfecte tout. Tout doit être rangé, bien carré. Je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai. N'empêche toujours, j'ai attrapé des tocs, je crois, à cause de, à cause de l'hôpital. Sorry. C'est pas grave, vas-y. Lingerie, bonjour. Oui. Vous n'avez plus de haut. Vous faites partie du bloc opératoire, monsieur, ou du vestiaire? Vous avez de quoi aller travailler là maintenant? Oui, ça va bien. Donc, je vais prendre note de votre numéro de badge. Permettez-moi un instant, s'il vous plaît, votre numéro de badge. Oui. 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 05. Et le nom de famille? Oui. YED. Ça va bien. Je m'occuperai de ça une fois de retour à la lingerie. Ça va bien? Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. On voit beaucoup de choses. Quand on parcourt les unités, la chirurgie, par exemple, le surcharge de travail qu'il existe pour le moment, depuis le Covid, parfois c'est triste à voir. Quand la première vague du Covid a eu lieu, j'ai travaillé donc 24 jours d'affilée, du 6h du matin à 6h du soir. Et on était là, mais on était tous là, y compris les infirmières, les médecins. Quand je les voyais tous travailler, on a tous travaillé, on ne faisait que ça. On rentrait à la maison, on essayait de manger, d'aller se coucher pour recommencer le lendemain. Et donc là, pendant des mois, parce que ça a commencé juste au mois de mars et ça n'a pas encore été fini jusqu'au mois de juillet. Au mois d'août, que donc on arrivait au travail en retard parce que du coup la STIB ne prenait plus autant de gens, je ne sais pas si vous vous souvenez. On arrivait, on était déjà stressé, tout le monde était stressé. Un oubli de badge ou un oubli de cadenas ou un oubli de vêtements, c'était raison pour exploser. Donc là, la lingerie est en première ligne. Donc quelqu'un qui vient en cas de catastrophe énervé, de quelle raison conque, tu n'as pas à lui dire passe-moi ton badge ou donne-moi tes clés ou pourquoi tu n'as pas ou pourquoi tu veux.
tu prends 2 vêtements, tu les lui donnes. Parce que la situation exige qu'on agit et qu'on réagit pour un plus vite possible. Donc, on était tous marqués. On avait tous des cernes jusque-là. On avait tous des boutons au début à cause de masques, on n'était pas habitués. Moi, personnellement, déjà, toute mon équipe, on a été remerciés, je ne sais pas combien de fois, via mail, par la direction, par les unités, par les médecins, par les infirmières en chef. Moi, personnellement, je ne sais pas combien de pralines, je ne sais pas combien de petits mots glissés sous la porte, je ne sais pas combien de remerciements. Et c'est ce que j'ai trouvé toujours le meilleur, et je ne sais pas pourquoi, des gens qui me disaient « mais on a l'impression que vous dormez ici ». Ça m'a rassurée de dire que voilà, vous êtes là, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est tout. Un jour qui m'a marquée, donc il y a un des collègues qui est décédé, de quel on tenait vraiment très très fort à cœur. Il est décédé d'un cancer de pancréas. On ne savait même pas qu'il était malade, qui est hospitalisé, je ne sais pas pendant combien de temps ici dans cet hôpital, et personne n'était au courant, parce qu'il cachait ça, il ne voulait pas qu'on le voie comme ça. Il est parti comme ça, mais tout le personnel qui était concerné ici dans l'hôpital, il est venu pour me dire les condoléances pour ce collègue. Tous les médecins, donc le chef de clinique, toutes les infirmières, tous ceux qui ont eu affaire à ce monsieur, ils ont venu me présenter les condoléances parce qu'ils ont su que c'est mon collègue. Donc ça m'a fort marqué que le personnel a quand même pris la peine de dire des condoléances, de dire un mot de réconfort. Parce qu'ici, chez nous, quand on a su que ce collègue est mort, on était paralysés. On était paralysés. Mais le personnel, il était vraiment très réconfortant envers moi personnellement et envers les autres collègues. Ce qui fait justement que je suis encore là, c'est les merveilleuses collègues avec qui je travaille. Vraiment l'ambiance dans le service de la maternité, en salle d'accouchement, enfin tout le service obstétrical, c'est quand même une ambiance assez exceptionnelle et très familiale en fait. Il y a beaucoup d'entraide, on ne sent pas qu'on est inférieur à qui que ce soit, ni aux médecins, ni aux sages-femmes, même les dames du nettoyage. Vraiment, allez, je veux dire, on est amenés à toutes manger ensemble, on sent vraiment pas de... Moi, j'adore. T'as l'impression d'être avec tes sœurs en fait. Elles sont toutes hyper bienveillantes les unes envers les autres. Donc, même si tu n'es pas sage-femme ou médecin ou peu importe, il y a vraiment cette ambiance hyper familiale et c'est ce qui fait que tu as envie de rester, même s'il y a des journées où c'est hyper difficile, où tu travailles plus que d'autres jours. Ben, en fait, tu restes pour tes collègues. Il y a des fois où tu es malade, tu te sens pas bien, tu as la flemme. Mais en fait, tu penses à tes collègues qui sont dans l'hôpital et tu dis non, mais les pauvres, je vais les mettre dans la merde, donc il faut que j'y aille quand même. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on est encore là. Et le fait de sentir que je suis utile quand même, en fait. Je sens que je suis utile, que mes collègues ont besoin de moi, donc ça, c'est agréable de savoir qu'on n'est pas là pour rien, en fait. On ne peut pas se passer de moi. Le soundtrack of my life, c'est Led Zeppelin. Hein. Mais il y a d'autres groupes que j'aime bien, c'est surtout du rock technique. Dream Theater, ça vous dit quelque chose? Aussi Pink Floyd et tout ça, des vieux trucs. Hein. J'ai toujours fait de la musique hein, depuis que je suis petit. J'ai commencé par la batterie. Et comme j'avais un petit groupe chez moi dans la cave et tout, avec des copains, il y avait toujours des guitares. Alors j'ai commencé à jouer la guitare et après j'ai abandonné la batterie. Et depuis lors, j'ai toujours joué dans des groupes pas connus, hein, des petits trucs. Et je fais ça encore maintenant. Voilà. Et maintenant, je joue dans The Mighty Moustaches. C'est un groupe de rock flamand. Et on est assis, moi je trouve qu'on fait de la bonne musique, on fait notre répertoire, donc c'est pas des reprises.
Et ces derniers temps, chaque fois qu'on fait un concert, ça marche bien. Ouais. Mais comme on n'en fait pas tellement avec le corona, mais on joue bien. J'espère que ce que j'ai raconté, que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Voilà. Ouais, je pense que le métier, surtout, c'est toujours un peu mal connu. Pas respecté comme travail, je pense. On a vu souvent critiqué, et des fois correct, mais l'ensemble, on n'est pas trop en valeur. C'est pas comme un restaurant à étoiles, on ne sert pas cette nourriture-là non plus, mais c'est une autre complexité et les gens ne savent pas. Est-ce que toi, tu parles de ton métier parfois avec des gens? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Ça arrive, hein, mais les gens sont pas tellement... Des fois, quand je raconte comment ça fonctionne, ils sont intéressés, mais c'est pendant 5 ou 10 minutes, et puis hop. Si nous, on arrête, il n'y a rien qui se passe. Et si les gens de nettoyage arrêtent, il n'y a plus rien qui se passe. C'est des gens super importants et qui sont aussi... mais ils font un effort pour mettre en valeur aussi, parce qu'ils font une petite fête pour les nettoyeurs. Une fois par an, alors ils reçoivent un drink, quelque chose à manger. Donc ils essayent de valoriser quand même. Mais dans la vue des gens, c'est toujours un peu des gens mineurs comme ça, tu vois. Et ça, c'est pas très correct. Il ne faut pas être médecin pour être important. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Battement, un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Fège. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Merci à celles et ceux qui se confient à notre micro et partagent leurs témoignages avec nous et avec vous. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. À bientôt pour un prochain épisode.